Bonjour Monsieur le Ministre, merci de recevoir l'événement pour une interview. Nous allons brièvement d'abord vous présenter pour nos réseaux. Donc tout d'abord, vous êtes membre du Parti démocrate, ancien avocat, puis en 1999, vous êtes élu député et ensuite vous devenez bourgmestre. Après cela, vous êtes Premier ministre de 2013 à 2023 et depuis peu ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Nous allons tout d'abord rentrer dans le cœur du sujet, avec d'une part évoquer les événements qui se passent en Ukraine et ensuite des questions sur la situation à Gaza. Alors tout d'abord, avoir votre avis sur la situation avec la Russie et l'Ukraine. La Russie représente-t-elle une menace pour le Luxembourg? Tout comme M. Emmanuel Macron l'a évoqué récemment, il considère la Russie comme une menace. Cette analyse s'applique-t-elle au Luxembourg et s'applique-t-elle également à l'Union européenne? Alors d'abord, bonjour, merci de pouvoir avoir un échange avec vous. La Russie n'est plus le voisin de l'Europe, parce qu'on a quand même une grande partie de pays membres de l'Union qui sont voisins de la Russie, sur lequel on peut se dire que c'est un voisin qui ne présente pas de risque. Ça, c'est un fait. On voit une rhétorique russe qui est assez agressive, où on parle de guerre, on parle de menaces, de représailles, etc. etc. Je dois vous avouer qu'on a aussi, d'une certaine manière, tout simplement dans l'escalade qu'il y a eu depuis maintenant de nombreuses années, je ne veux pas dire une part de responsabilité, mais on a eu en effet peu de dialogue avec la Russie depuis de nombreuses années. Ça, c'est un constat. Moi, je me rappelle quand j'étais dans la présidence, j'étais allé à Sotchi. J'étais un des rares Européens à vouloir au moins entamer un dialogue. Ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire être vassal, mais ça veut dire tout simplement essayer de vouloir avoir des échanges. Mais l'agression russe sur l'Ukraine est inacceptable et on ne peut pas réécrire l'histoire de ceux qui veulent faire croire que l'Ukraine a attaqué la Russie. C'est une falsification de l'histoire. La Russie a attaqué l'Ukraine. La Russie ne respecte pas le droit international. La Russie ne respecte pas l'intégrité du territoire, et le pays agressé est l'Ukraine, et le pays agresseur est la Russie. C'est un constat. Donc, une imprévisibilité de la part de la Russie, qui, avec des moyens qui sont létaux, c'est quand même une guerre, avec des gens qui meurent sur le terrain de manière régulière et beaucoup trop souvent. Donc une imprévisibilité, et donc un risque qui est là pour les voisins de la Russie, mais qui sait demain. Donc, une imprévisibilité qui fait que la dissuasion, comme la diplomatie, font partie des moyens d'éviter une surenchère, et avec une dissuasion où on pensait tous que... On vivait un peu quand même des dividendes encore du multilatéralisme qui est né après la Deuxième Guerre mondiale. On pensait tous qu'on n'aurait plus jamais ça, et on voit qu'aujourd'hui, l'ordre international, le respect du droit international est quelque chose qui peine aujourd'hui. Merci beaucoup. D'après vous, quelle place l'Union européenne peut-elle prendre dans la gestion du conflit en Ukraine et également sur la scène internationale, tout en consolidant une unité au sein de l'Union européenne? La première chose je commencerai par la fin de votre question. On a une unité aujourd'hui. Bon, il y a la Hongrie qui aime bien faire mandat part, qui de temps en temps donne l'impression d'être un vassal de la Russie. Mais les 26 autres sont tout à fait d'accord du soutien. Bon, il y a certains pays qui ont plus de nuances, les Pays-Bas, mais au début, on a eu un vote au Parlement qui disait les 800 milliards, c'est plus problématique, comment est-ce qu'on voulait les financer, etc. etc. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une grande unité derrière l'Ukraine. Et être derrière l'Ukraine ne veut pas dire être contre les États-Unis, je tiens à le signaler juste. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on est pour l'Ukraine, on est contre les États-Unis, ou si on est contre les États-Unis, on est pour l'Ukraine. Non, c'est faux. L'Europe, aujourd'hui, a un rôle, mais malheureusement, sur la scène internationale, pas présent. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, c'est l'Arabie saoudite qui organise des réunions entre les Ukrainiens, les Russes et les Américains, et les uns et les autres de manière... Et nous, on est absents. Donc il serait important peut-être aussi de savoir, parce que peut-être que pour certains, qui est responsable aussi en Europe? Est-ce que c'est Antonio Costa, le président du Conseil? Est-ce que c'est Ursula von der Leyen, le président de la Commission? Est-ce que c'est Kaja Kallas en tant que haute représentante? Ou est-ce qu'il faudrait un envoyé spécial pour l'Ukraine? Ce serait aussi une des idées qu'il y a sur la table actuellement.
Euh, donc déjà, au nom de l'Europe, d'avoir aussi peut-être, c'est l'organisation aujourd'hui qui fait. Hein. Vous savez, moi je suis pour une réforme même des modes de scrutin au niveau européen et au mode de décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, mais ça, c'est pas votre sujet. Mais donc l'Europe est aujourd'hui pas à table et je pense qu'on a notre place au moins pour participer à trouver des solutions. Mais à la fin, c'est pas à nous de décider. Quand on dit l'Europe doit décider, non, c'est à l'Ukraine de décider. C'est à l'Ukraine de prendre le choix final de savoir s'ils acceptent ou pas. On ne peut pas décider. Vous savez, j'ai l'impression qu'on est tous autour de la table, et au lieu d'avoir l'Ukraine autour de la table pour décider, c'est le menu. Un prend l'entrée, l'autre prend le dessert, l'autre prend le plat principal. Donc il est important que l'Ukraine soit, un, autour de la table, et deux, en cuisine, ceux qui préparent ce qu'on a à manger, et qu'en fait, on ne décide pas ce qui se passe en Ukraine sans l'Ukraine. Et là, j'étais en Inde, ils m'ont dit, mais vous ne voulez pas la paix en Europe? Je dis, si, on veut la paix, mais la paix ne peut pas se faire sans l'Ukraine. On ne peut pas décider, on vous prend ça, vous êtes d'accord, voilà, c'est plié, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est plié quand même. Ça ne marche pas comme ça, donc il est important d'avoir l'Ukraine à bord. Et quand on voit la scène qu'il y a eu à la Maison-Blanche, un président ukrainien quand même qui, je dois vous dire, son ego, c'est un papier buvard, hein. Je veux dire, il est tellement fin, la plupart des politiques, pour que 2 jours après, ils disent, écoutez, il faut qu'on recommence sur des meilleures bases, c'est pas bien passé. Moi, je connais peu de présidents de République, ou chefs d'État, ou chefs de gouvernement, qui auraient fait le premier pas vers le président des États-Unis après ce qui s'est passé en disant, il faut qu'on reparte à zéro. Donc, ça prouve que M. Zelensky est un président qui fait tout pour son pays et que c'est pas son ego. Hein, parce que moi, j'en connais pas beaucoup qui seraient mis comme ça, je suis désolé, mais à 4 pattes en disant il faut qu'on trouve une solution, please, please, please. Et je trouve que ça montre une volonté d'avancer et de sauvegarder en fait le plus de vies possible ukrainiennes. Face à un possible élargissement mondial des conflits armés, comment l'Europe, l'Union européenne peut-elle renforcer ses capacités de la défense, mais également l'idée d'une Europe de la défense peut-elle devenir une réalité après un échec passé? Alors, la première chose, c'est que les conflits mondiaux, aujourd'hui, normalement, pour pouvoir discuter, pour pouvoir trouver des solutions, on a l'ONU. Hein, l'ONU devrait être la plateforme politique et diplomatique dans laquelle on essaye d'échanger et de trouver des solutions aux conflits qui existent. Aujourd'hui, nous avons 5 membres permanents qui étaient les garants de paix. Je tiens à vous rappeler que ces 5 pays étaient ceux qui étaient là, soi-disant, pour trouver la paix, qui aujourd'hui sont ceux qui, certains d'entre eux, mettent un peu la zizanie. Donc il est important, à ce niveau-là, de peut-être se dire, est-ce que c'est normal qu'un des membres permanents peut décider de bloquer toutes les décisions au niveau mondial? Et une de mes réformes, par exemple, que j'aimerais avoir, c'est parce qu'aujourd'hui on dit qu'il devrait y avoir plus de membres dans le Conseil de sécurité, mollo, hein, parce que s'il y en a 5 et déjà un qui peut bloquer, s'il y en a 15, ce sera encore plus de risques qu'il y en ait un deuxième qui bloque. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout simplement, si le Conseil de sécurité, il y a quelqu'un qui met un veto, parce que c'est les 5 qui peuvent mettre un veto, que tout simplement l'Assemblée générale puisse avoir un vote à 2 tiers qui permette, ou à 3 quarts, il faut voir à quelle proportion, puisse en fait dégommer le veto, c'est-à-dire qu'on puisse quand même avancer. L'Europe de la défense, c'est tout simplement, ça doit pas être, si on donne l'opportunité aux États-Unis de dire l'OTAN, on n'y croit plus et on veut l'Europe de la défense, risque de faire un désengagement des États-Unis, qui est un partenaire important. Donc pour moi, il faut voir ce qui est complémentaire, sans inventer un deuxième schmilblick et d'inventer, comme dirait De Gaulle, un machin pour qu'on ait encore une usine à gaz, mais tout simplement de voir que la dissuasion fait partie de la défense. La défense n'est pas que faire la guerre, c'est aussi de dire qu'on a les capacités de la faire. Parce que le fait d'être faible et de se faire écraser du jour au lendemain donne plus de muscles à celui qui est en face. Tandis que si c'est que j'ai une riposte possible, il calme un peu ses testostérones. Donc il est important pour moi d'avoir une défense et de voir... Quand je vois l'Europe aujourd'hui, on a commencé avec l'acier et le charbon, ça a été le succès de l'Europe. On a Airbus aujourd'hui qui, par rapport à Boeing, est une société à succès parce qu'on a réussi à pas penser national, on a pensé européen. C'est une société anglaise, espagnole, française, britannique. Donc on a plusieurs pays qui sont mis ensemble pour avoir cette création d'Airbus. Et aujourd'hui, c'est un succès mondial. Et pourquoi pas, au lieu d'avoir des industries de défense qui sont dans 27 pays, 26 parce que nous on a rien en usine, mais tout simplement d'avoir une idée d'une défense européenne et d'avoir une industrie commune aussi de la défense. Alors, je pense que ça c'est important. Et surtout ça évitera d'avoir des dépenses 3 fois plus élevées que les autres pour avoir 2 fois moins de matériel.
Merci beaucoup. Et pour terminer, l'Union européenne peut-elle développer une autonomie stratégique tout en restant alignée avec l'OTAN? L'un n'exclut pas l'autre. On l'a vu avec le Covid. Mhm. On le voit avec l'énergie. On voit que l'Europe a besoin d'une autonomie stratégique importante. Si à chaque fois on se base sur quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire, on l'a vu avec la Russie, avec le gaz, du jour au lendemain, on nous coupe le gaz. Avec les États-Unis, on ne sait pas très bien comment ça va évoluer les 4 prochaines années, mais ça ne veut pas dire fermer sur l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on dit America first, ça ne veut pas dire America alone. Si moi je dis Europe first, ça ne veut pas dire Europe alone. Tout ce qui est important, c'est que notre succès, c'est le commerce extérieur. Ce pays vit de l'ouverture. Si nous nous fermons à la fin de la journée, ça va être nos citoyens qui vont payer le prix des désaccords politiques. Si la réponse est des taxes et des taxations sur tous les produits, à la fin, on va avoir une inflation, et c'est le citoyen européen, le citoyen américain qui paiera les désaccords qu'il y aura au niveau politique. Et ça, c'est pas dans l'intérêt, je pense, ni des électeurs de M. Trump, ni des nôtres. Une fois avoir abordé le sujet de la guerre en Ukraine, nous allons passer au sujet de la guerre à Gaza avec une première question. Après une période de cessez-le-feu où des échanges d'otages étaient prévus, mardi, Israël a repris ses opérations militaires à Gaza. Et je voudrais vous citer les propos de M. Katz, ministre de la Défense israélien, lancés ce mercredi. L'évacuation de la population des zones de combat reprendra bientôt. Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas chassé de Gaza, Israël agira avec une force inédite. Suivez les conseils du président américain, restituez les otages et chassez le Hamas. De nouvelles options s'ouvriront à vous, notamment la réinstallation dans d'autres régions du monde pour ceux qui le souhaitent. L'alternative est la destruction et la dévastation totale. Une réaction? Alors la première chose, c'est que c'est triste que dans cette interview, on parle que de guerre. Mais la situation internationale fait que les conflits nous préoccupent beaucoup. J'aimerais qu'on puisse parler d'autre chose un jour. Le conflit israélo-palestinien n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais il y a eu un avant et un après le 7 octobre. Aujourd'hui, avec toutes les réactions qu'il y a, l'huile sur le feu qui est mise n'aide à rien. Nous devons savoir qu'on a un ennemi commun, c'est le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste. Ça ne sert à rien de dire autre chose, c'est une organisation terroriste. On a une autorité palestinienne qui est affaiblie. On a un gouvernement israélien où il y a des gens très extrêmes, qui soutiennent même la disparition de la Palestine, etc. Donc des positions très extrêmes. On a une situation aujourd'hui avec des otages qui sont toujours en captivité. Nous avons des bombardements israéliens qui reprennent, avec des victimes en grand nombre, avec des civils qui n'ont rien à voir avec le Hamas ou quoi que ce soit. Ça, c'est la situation sur le terrain. Comment est-ce que vous voulez que j'explique aujourd'hui à un jeune Israélien qui doit faire la paix avec les Palestiniens quand sa sœur, son frère ou sa mère est otage encore du Hamas? Et comment est-ce que vous voulez que j'explique à un jeune Palestinien que les Israéliens veulent la paix alors qu'il vient d'enterrer sa mère ou son frère ou son petit frère, sa petite sœur, à cause d'un bombardement qui était « Ah oui, mais il habitait dans un endroit où il y avait un terroriste potentiel qui habitait pas loin. » Comment voulez-vous qu'on arrive à une situation pacifique? La haine est plus omniprésente que jamais. Jamais. Les propos du ministre Katz pour dire que d'un côté, ce qui est important, c'est que, parce qu'il y a eu une crainte à un moment, c'est qu'on voulait carrément retirer les Palestiniens de Palestine. Ici, ils disent volontaire. C'est aussi les propos que j'ai eus la semaine dernière quand j'étais en Israël. Déjà, ne se sera pas imposé. La deuxième chose qu'il y aura, et vous saurez redistribuer, c'était limite, ces gens aimeraient pouvoir retourner chez eux. Ils aimeraient pouvoir retourner chez eux. Dans les discussions que j'ai eues avec les Israéliens, eux me disent, tant qu'il y a le Hamas et tant qu'il y a tous ces tunnels qui sont sous Gaza, il y a un danger. Et donc, ils vont devoir refaire les fondations de Gaza, ça doit être fait, pour être sécurisé, pour qu'il n'y ait plus de risque du Hamas. Ce qui serait le plus important aujourd'hui, c'est qu'un jeune gazaouite voit une alternative au Hamas. Car aujourd'hui, il en a peu. Il n'a pas d'école, avec la disparition de l'UNRWA, qui a été une décision aussi unilatérale d'Israël, l'éducation n'est plus là, les soins sont plus là, il y a énormément de problèmes là-bas.
Donc, de dire qu'il y aura si... Parce que de dire on va se débarrasser du Hamas, il faut d'abord penser... Il faut déjà savoir que c'est une pensée. Hein, donc, c'est une organisation terroriste. Donc, certes, il faut dégommer les leaders. Ça, c'est la première chose. Il faut trouver un plan pour qu'on les évacue. Vous savez, il faut être réaliste. Parce qu'eux ne se rendront pas. Et d'avoir une situation de deux États. Et les Israéliens, quand je leur dis ça, ils ne sont pas contents. Les Palestiniens aimeraient que je reconnaisse la Palestine tout de suite. C'est une situation, parce qu'en fait, si aujourd'hui je soutiens Israël, pour un certain nombre de personnes, je soutiens un État qui est génocidaire, qui fait un génocide en Palestine. Et si je soutiens la Palestine, je suis antisémite, parce que je ne soutiens pas Israël, et je soutiens des terroristes. Alors que les trois positions sont fausses. Les trois positions sont fausses. Moi, ce que je veux, c'est la paix. La paix, un cessez-le-feu. Le respect du cessez-le-feu. Quand j'étais là-bas, j'avais peu d'indications que ça allait vraiment de nouveau exploser de telle manière assez rapidement. C'était pas, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Mais c'est désespérant. Vous savez, moi, j'ai grandi en paix, et me dire que des jeunes Palestiniens ont... Et c'est ce que j'ai dit au ministre, même pas le droit dans les hôpitaux à de l'électricité et de l'eau. C'est très dur. Pour revenir précisément aux propos de M. Katz, le ministre de la Katz, le ministre de la Défense israélien, il parle de l'alternative et la destruction et la dévastation totale. Ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est pas la prévision d'un crime contre l'humanité? Non, je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, c'est de dire qu'on va détruire totalement. Je ne sais pas si vous imaginez. Peut-être qu'en tant que ministre, je connais M. Katz parce qu'il était ministre des Affaires étrangères avant. Tous ces propos qui mettent de l'huile sur le feu ne servent à rien. Je sais qu'il y a des négociations, je sais que les amis qataris, les amis saoudis essayent, les pays arabes essayent de trouver des solutions. Moi, chaque initiative qui est pour la paix, parce que moi, j'y vais tous les 3 ou 4 mois. Hein. C'est la 4e fois que je vais là dans la région. À part Bruxelles, c'est l'endroit du monde où je suis allé le plus souvent en tant que ministre des Affaires étrangères. Et je continuerai à y aller. Mais il faut dire les choses. Et c'est de la provocation de dire qu'il faut détruire c'est vrai que les Palestiniens, si vous regardez, maintenant je ne parle pas du Hamas, les Palestiniens, ce sont des civils, la plupart. La majorité n'est pas le Hamas. Il faut arrêter de dire, et de ce cliché aussi, que tous les Palestiniens sont des terroristes. C'est n'importe quoi. Comme si tous les Israéliens étaient contre la Palestine. Je vous dis qu'il y a une animosité qui est là, mais on la génère aussi avec la situation qu'il y a aujourd'hui sur le terrain. On va parler d'une autre animosité. D'un côté, la CPI a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, accusés tous les deux de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. D'un autre côté, Benjamin Netanyahou a réagi. C'est une décision antisémite équivalente d'un nouveau procès Dreyfus. Diriez-vous qu'Israël a un problème avec le droit international ou que la communauté internationale a un problème avec Israël? Non, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, le respect du droit international n'est plus là. La CPI, nous avons toujours cru en la CPI et on continue à croire dans tout ce qui est organisation internationale. On ne peut pas dire on est pour le multilatéralisme et quand une décision ne me plaît pas, je ne veux pas. Mais Israël n'est pas partie de la CPI, donc eux ne se sentent pas liés. Moi, j'ai tout simplement le principe que ce soit le tribunal de la Haye, que ce soit des tribunaux spéciaux, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Europe, quand je suis membre d'un organe international, selon le jugement, ne fait pas dépendre mon adhésion ou pas. Je peux dire que je ne partage pas la décision, mais je la respecte. Je la respecte. Donc si par exemple, M. Netanyahou, il y a la question aussi de la pénétration sur le territoire européen, par exemple le territoire français, mais aussi le territoire luxembourgeois, si Netanyahou était amené à venir sur le territoire luxembourgeois, juridiquement, il y aurait une obligation de l'arrêter. Est-ce que... La question ne se pose pas, parce que je n'ai pas de demande non plus de M. Netanyahou de venir au Grand-Duché de Luxembourg, et s'il le vient... Si vous l'accueillerez? Je n'ai pas de demande, donc, mais je suis pour le contact. Hein. Quand je suis en Israël, ce n'est pas mon interlocuteur, je parle au ministre des Affaires étrangères, le président aussi,
et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et avec qui j'ai des échanges, et j'essaie de voir les différentes parties que j'ai. Mais M. Netanyahu n'est pas mon interlocuteur. Donc, un, c'est pas moi qui l'inviterai, et deux, c'est pas moi qui devrais prendre la décision. C'est mon ancien job qui doit le faire. On va passer à une troisième question. Les pays non occidentaux nous accusent de faire preuve de partialité et de double standard dans l'application du droit international que nous avons nous-mêmes créé. D'un côté, nous sanctionnons fermement la Russie pour ses violations du droit international, mais de l'autre, ils jugent que nous adoptons une position indulgente envers Israël, qui est l'un de nos alliés. Diriez-vous que ces critiques sont fondées ? Comment répondre à ces accusations, sachant que l'ordre international établi par les Occidentaux en 1945 est de plus en plus contesté, notamment par les BRICS? Vous oubliez le 7 octobre ? Il n'y a pas eu de 7 octobre en Russie. 7 octobre a été un fait déclencheur. La réponse n'est pas proportionnelle. Mais il y a eu le 7 octobre, ne l'oublions pas. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais la réponse n'est pas proportionnelle. Ça, on est d'accord. La réponse d'Israël n'est pas proportionnelle par rapport. Au début, j'ai compris, et je comprends qu'ils doivent libérer, et les propos là, que vous venez de dire, par exemple, du ministre de la Défense, ne sont pas proportionnels. De dire qu'on va détruire un État, ce n'est pas proportionnel. Mais n'oublions pas le 7 octobre. Et les doubles standards ne s'appliquent pas qu'à la situation israélienne. Les pays non occidentaux le disent, par exemple, aussi concernant les interventions en Irak des États-Unis, qui peut laisser les juristes internationaux juger de leur valabilité, notamment concernant le droit international, mais ces critiques ne viennent pas que d'Israël. Donc, au-delà du cas concret israélien où effectivement il y a eu une agression du Hamas, que diriez-vous, que répondez-vous à ces États qui nous accusent de double standard et encore même qui veulent construire un ordre international parallèle à celui que nous avons construit en 1945? Je vous dis que le 7 octobre est quelque chose qui a provoqué une situation différente de celle dont vous parlez, que vous parlez d'Irak ou de quoi que ce soit. Le 7 octobre est quelque chose qui a marqué Israël, mais toute la population israélienne. Et de savoir, vous savez, vous, le matin, vous vous réveillez, vous ne vous demandez pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous égorger ? C'est ce qui, depuis le 7 octobre, se passe là-bas. Donc, c'est différent. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, ne me demandez pas de comparer maintenant les décisions depuis 1945 sur le droit international. Pour moi, il y a eu des décisions qui ont été prises à la CPI, il y a des décisions qui ont été prises aussi au niveau de l'ONU. C'est vrai que les États-Unis ont bloqué, avec le droit de veto, des décisions concernant Israël, et je le regrette. Je le regrette. Et le Luxembourg fait partie des pays qui veulent une solution à deux États et une paix. Les Palestiniens ne peuvent pas être condamnés à vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Au-delà du cas israélien, de nombreux pays disent que nous n'appliquons pas de la même manière. La troisième fois que vous posez la question, je vous le dis tout simplement que le 7 octobre est quelque chose qui est à prendre en considération. Le 7 octobre est un fait déclencheur qui a fait qu'il y a une peur dans l'esprit israélien d'une attaque demain qui peut revenir. Et tant que le Hamas sera là, que demain, un nouveau 7 octobre peut se passer. C'est dans la tête. Et le pire qu'il y a en politique, parce que vous avez le subjectif et l'objectif. La peur est subjective. Mais elle a été objective. Avant, c'était très subjectif. Elle a été objectivée le 7 octobre en disant vous avez vu, c'est pas de la gnognotte, c'est vrai, il peut y avoir un danger demain. Et aujourd'hui, il y a le doute. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Et souvent, les extrêmes vivent du doute, de la peur. C'est ce qui fait nourrir les extrêmes. Donc, de me dire que certains pays pensent qu'il y a double standard ou quoi que ce soit, je trouve tout simplement qu'aujourd'hui, le respect du droit international, où normalement à l'ONU, on devrait pouvoir se mettre d'accord sur l'interprétation du droit international, n'est pas fait du fait d'un système qui est basé sur un reliquat de 1945, où des pays, 5 pays qui étaient là pour pacifier le monde, aujourd'hui n'ont pas ce rôle pacificateur qu'ils avaient à l'origine. Vous parliez du 7 octobre. Le 7 octobre en Europe a deux conséquences, une montée de l'antisémitisme et aussi une recrudescence des attaques terroristes. Que fait votre gouvernement pour protéger ses concitoyens face à ces deux fléaux? Alors, il y a l'antisémitisme des deux côtés. Il y a eu d'un côté, certes, la population juive qui se sentait plus en danger, mais j'ai aussi des actes antisémitiques qui ont été faits contre des croyants musulmans.
ne faut pas croire que c'est juste unilatéral. On a le conflit israélo-palestinien s'exporte aussi. Vous voyez des manifestations pro-palestiniennes et des manifestations pro-israéliennes. Et croyez-moi que si vous les mettiez au même endroit, ça partirait dans une mauvaise direction. Donc on voit qu'il y a un antisémitisme qui monte, mais ce qui est important, c'est de garder ses valeurs et de ne pas croire que chaque juif soutient ce qui se passe en Palestine. C'est comme si croire que chaque musulman cautionnait ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faut arrêter ces clichés. Ce sont des extrémistes, d'un côté, qui ont attaqué le 7 octobre, c'est des terroristes. Il y a aujourd'hui des propos qui sont tenus pour dire qu'il faut se débarrasser, il faut continuer des colonisations, à faire dégager les Palestiniens de leur territoire, etc., etc. Ce sont des extrémistes aussi. Et c'est jamais bon. Que fait le gouvernement luxembourgeois pour lutter contre l'antisémitisme et d'une part pour se protéger vis-à-vis des menaces comme on a pu les voir en Allemagne? On a des plans qui sont là pour l'antisémitisme. On a vu aussi une montée ici. On a des leviers qui fonctionnent, mais de dire la sécurité, c'est de mettre un policier derrière chaque personne qui porte une kippa, ce n'est pas le pays dans lequel je veux vivre. Je pense que chacun doit pouvoir vivre librement sa religion ici. On doit garantir que quand il y a des manifestations à caractère religieux où il pourrait y avoir des problèmes, qu'on assure une certaine sécurité, mais qu'elle doit être discrète, parce que je ne pense pas non plus que les gens ont envie de se sentir dans un bunker quand ils vont fêter la fête de la fin du Ramadan ou quand ils ont Yom Kippour ou une manifestation importante pour leur communauté religieuse. Je pense qu'on a envie de se sentir quand même aussi bien avec ses amis. Dernière question, est-ce que vous savez si des groupes terroristes, des islamistes menacent le Luxembourg ou ont pour projet de frapper le Luxembourg? Alors, si je le savais, je n'aurais pas le droit de vous le dire. Et pour l'instant, ce n'est pas en tout cas Alors, d'abord, je n'ai pas d'informations dans ce sens, pour répondre plus précis, qui irait là. Mais la deuxième chose, c'est si je savais même quelque chose, je ne vous le dirais pas, parce que ce serait des renseignements qui seraient classés. Mais actuellement, il n'y a aucune information. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, ce n'est pas nécessairement des organisations terroristes. Ce sont des extrémistes, des individus, ce qu'on appelle les lonely wolves, des individus qui décident de prendre une voiture en rentrant dans la foule. Et ce n'est pas que des extrémistes musulmans, comme vous le dites. On a des gens d'extrême droite qui font des attentats comme des déséquilibrés et tout. Le pire qu'on pourrait avoir, c'est de vivre dans la peur. Parce que la plupart du temps, les gens qui veulent nous faire changer, condamner notre mode de vie, ce serait justement de le changer. Et donc pas d'informations ni quoi que ce soit. Donc vous devez dormir en paix. Mais je ne suis pas Nostradamus, donc je ne pourrais pas non plus vous dire ce qui se passe dans le monde, dans la région. Merci pour avoir pris le temps de répondre à nos questions, monsieur l'ancien Premier ministre et monsieur le ministre des Affaires étrangères. Avec plaisir. Peut-être bientôt Premier ministre. Merci à vous en tout cas, et un grand plaisir.